Généralement, cette sorte de verre a combien de sens? Ils en ont deux. L'odorat et le toucher. Pourquoi? Alors, ils vivent sans avoir la capacité de voir et donc d'appréhender la lumière? Pour tes vers, la notion de lumière est inimaginable. Exact. En revanche, nous les humains, nous savons que la lumière existe. Elle les enveloppe. Elle est au-dessus d'eux. Mais ils ne la sentent pas. Sauf si tu provoques leur mutation. C'est bien ça? Parfaitement. Du coup, monsieur le chirurgien, il ne serait pas impossible qu'une minorité d'humains ait muté pour avoir un autre sens. Un sens spirituel. Et que ces gens puissent percevoir un autre monde se trouvant quelque part au-dessus de leur tête. Tout comme la lumière qui plane au-dessus de ces asticots. Donc, pour résumer, tu es une mutante. Mhm. Mais pour info, je suis pas la seule. Alors sommes-nous, comme le propose cet extrait du film Origins, tels des asticots limités à quelques sens? Il pourrait tout à fait y avoir une substance, un signal qui échappe à notre perception et à nos instruments de mesure. Parmi ces asticots aveugles, imaginons-en un petit peu excentrique, qui proclamerait l'existence de la lumière du soleil. Une sorte d'onde qui aurait parcouru des dizaines de millions de kilomètres depuis une boule de feu perdue dans l'espace jusqu'à nous. Il serait probablement moqué par les asticots scientifiques et sceptiques qui argueraient qu'il n'y a aucun argument dans ce sens-là et qu'en vertu du principe de parcimonie, il n'y a aucune raison de croire cela. Et chez nous autres humains, potentiellement aveugles à bien des sens, on a aussi des excentriques qui proposent des substances ou des phénomènes invisibles agissant sur l'univers, sur nos vies ou sur nos esprits. Il voit des formes, il voit des êtres, il voit des gnomes, des elfes et tout ça, quoi. Ces substances invisibles se retrouvent dans de nombreuses cultures et peuvent agir à différentes échelles ou sur différents supports. En voici quelques exemples. Le ki dans la culture chinoise ou japonaise, qui est à l'origine de l'univers et relie l'ensemble du vivant. Les forces éthériques et astrales en biodynamie, qui influencent le développement du sol, des plantes et des animaux. Les chakras dans l'hindouisme, les anges dans le christianisme, les mahabhutas dans la médecine ayurvédique, les humeurs dans la médecine médiévale, l'énergie universelle dans le reiki, les énergies vibratoires en radiesthésie ou dans la culture New Age, ou encore l'orgone, qui serait l'énergie de vie d'après certaines théories psychanalytiques, et ainsi de suite. De toute façon, il y aura des fluctuations spatio-temporelles non négligeables. Tout un tas de principes qui n'ont rien à voir entre eux, mais qui ont le point commun d'échapper à notre perception, ou du moins à la perception des méthodes scientifiques conventionnelles. Et remarquons d'ailleurs qu'un certain nombre de principes scientifiques ont également échappé à notre examen avant de pouvoir être appréhendés et reconnus. Les ondes électromagnétiques, les microbes, les atomes, les trous noirs, les infrasons ou les ultrasons. Est-il alors bien raisonnable de rejeter des concepts plus exotiques parce qu'ils échappent encore aujourd'hui à notre compréhension du monde? La science ne manquerait-elle pas d'humilité en annonçant l'inexistence de principes simplement parce qu'elle ne sait ni où ni quoi chercher? Parce qu'elle ne sait pas quel instrument utiliser quand on ne sait ni la forme ni la nature de ce que l'on cherche. Pas évident, hein? En fait, on m'avait posé cette question il y a quelques années, quand j'affirmais que des recherches montraient l'inefficacité de telle ou telle thérapie. Comment la science peut dire que ça n'existe pas si elle ne sait pas où chercher? Voilà la question qu'on m'avait posée. Et sur le coup, ne sachant pas quoi répondre, je m'étais senti un peu con. Ça m'a un peu perturbé pendant un moment, mais j'ai fini par comprendre. Comprendre pourquoi nous ne sommes pas si aveugles que ça par rapport à ce qu'on ne voit pas. Et que même un asticot, sans œil, pourrait en réalité découvrir l'existence de la lumière.
Comprendre comment l'on peut parler de choses que l'on ne voit pas sera donc le sujet de ce deuxième épisode. Et en fait, l'idée se résume en une unique phrase. Nous avons du mal à comprendre les causes, mais nous excellons à en mesurer les effets. Autrement dit, on est extrêmement fort pour tester si tel ou tel processus a réellement un effet, quand bien même on ne comprendrait pas bien ce processus. Prenons l'exemple de l'homéopathie. Oui, bon, on prend souvent l'exemple de l'homéopathie, mais c'est vraiment un cas d'école. Les partisans de cette médecine postulent qu'il existe une mémoire de l'eau, un mécanisme qui fait que l'eau garde d'une certaine manière les propriétés des substances avec lesquelles elle a été en contact. Imaginons que l'on plonge une pierre dans une bassine d'eau. On remue très fort, on retire la pierre et on s'assure par un procédé de dilution qu'il n'y a plus la moindre molécule de pierre dans l'eau. L'hypothèse de la mémoire de l'eau postule que l'eau a conservé, d'une certaine manière, une empreinte de certaines propriétés de la pierre. Investiguer les mécanismes de ce processus s'avère extrêmement complexe. Comment chercher dans l'eau des traces de cette empreinte ? Sur quel mode, de quelle manière cette empreinte se serait-elle incrustée dans l'eau ? On devrait dégainer tous nos appareils pour vérifier les propriétés physiques, chimiques, quantiques, électromagnétiques, optiques, thermodynamiques. Et quand bien même on ne verrait rien, nos instruments et nos connaissances sont limités. Non, ce n'est clairement pas la bonne manière de faire. En revanche, sélectionnons 200 personnes, réparties au hasard dans 2 groupes. Aux 100 premiers, on donne un médicament homéopathique, aux 100 autres, un médicament tout à fait semblable, mais sans aucun principe actif. On regarde alors la part d'individus guéris dans les 2 cas, et s'il n'y a aucune différence, alors l'histoire est entendue. L'homéopathie n'a pas d'efficacité propre, pas besoin de chercher à comprendre comment la mémoire de l'eau pourrait l'expliquer. Pas d'effet, pas besoin de cause. Ça c'est génial pour confirmer, parce que quand on ressent un truc télépathique, on n'est jamais sûr que c'est pas son imagination qui a... Tu vois ? Et là, t'avais raison. Cette histoire vous en rappelle peut-être une autre, celle de la dent d'or. C'est une histoire chère aux défenseurs de l'esprit critique. Voilà par exemple ce qu'en disait le biologiste et philosophe Jean Rostand il y a une 50aine d'années. Enseigner aux jeunes l'esprit critique, les prémunir contre les mensonges de la parole et de l'imprimé, créer en eux un terrain spirituel où la crédulité ne puisse prendre racine, leur enseigner ce qu'est une coïncidence, une probabilité, un raisonnement de justification, une logique affective, une résistance inconsciente au vrai, leur faire comprendre ce qu'est un fait et ce qu'est une preuve, et surtout les mettre en garde contre le témoignage humain en leur faisant apprendre par cœur l'histoire de la dent d'or et en les faisant réfléchir sur celle des rayons N. Alors accomplissons les vœux du philosophe en racontant ces 2 histoires. L'histoire de la dent d'or est racontée par l'écrivain et philosophe De Fontenelle dans son ouvrage L'histoire des oracles au XVIIe siècle, mais cette histoire se déroule en réalité un siècle plus tôt, en 1593, en Silésie, dans l'actuelle Allemagne. C'est l'histoire d'un enfant de 7 ans à qui il avait poussé une dent en or. Du moins c'est ce que la rumeur laissait entendre. De là, de nombreux savants de l'époque se mirent à expliquer l'origine de cette dent miraculeuse. Jacob Horstius, Rulandus, Ingolostetetus, Libav... Peu importe leur nom! Enfin, autant de savants en us qui ont proposé leur interprétation et débattu de celle des autres. Alors, avènement d'un âge d'or, ou consolation envoyée par Dieu aux chrétiens, chacun y va de son sentiment. Et comme le dit si cyniquement De Fontenelle, « Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu'il fût vrai que la dent était d'or. » Et oui, parce que quand on consulta finalement un orfèvre, on remarqua que la dent était tout à fait naturelle, juste recouverte d'une feuille d'or appliquée avec beaucoup d'adresse. Pas d'effet, pas besoin de cause. Voilà ce qu'en conclut le philosophe. Je ne suis pas si convaincu de notre ignorance par les choses qui sont et dont la raison nous est inconnue, que par celles qui ne sont point et dont nous trouvons la raison. Voilà si joliment formulée l'idée que je voulais proposer ici. Soyons vigilants aux causes que l'on trouve à des effets qui n'existent pas.
Évoquons maintenant l'histoire plus récente des rayons N, histoire de remettre un peu de confiture sur la tartine. Ça veut absolument rien dire, mais je trouve que c'est assez dans le ton. En 1904, le physicien français René Blondelot, qui jouit d'une très bonne réputation, affirme avoir découvert un nouveau phénomène physique, les rayons N. Le N provenant d'ailleurs, et on ne se moque pas, de sa ville natale de Nancy. Je vais mettre Nancy sur la carte de France juste parce que je pense qu'on aggrave le truc. Bon, il faut savoir qu'à cette époque, c'était la mode de proposer des nouveaux rayons. En 1895, l'allemand Wilhelm Röntgen découvre les rayons X, et en 1896, Henri Becquerel les rayons uraniques, qui, perfectionnés par Marie Curie, dont c'était le sujet de thèse, deviendront la radioactivité. En 1904 donc, le fier lorrain René Blondelot propose ces rayons N, qui auraient la capacité d'amplifier une source lumineuse. Pour le prouver, il fait des expériences où il demande à un public de comparer la luminosité d'une bougie avec ou sans l'émission de rayons N. L'expérience n'est pas très rigoureuse, et les résultats sont peu encourageants. Mais c'est suffisant pour convaincre d'autres physiciens français et l'Académie des sciences qui lui accorde un petit chèque de 50 000 francs de l'époque, soit environ 200 000 € aujourd'hui. L'illusion de bonne foi des rayons N ne dura qu'un an et fut révélée par le physicien américain Robert Wood, et qui est par ailleurs l'inventeur des lumières noires, souvent utilisées en soirée pour faire ressortir les blancs des tissus synthétiques. Pour ce faire, Wood perturba une expérience en retirant du dispositif un des composants, rendant ainsi impossible l'émission de rayons N. Et malgré cela, les expérimentateurs, qui n'en savaient rien, continuèrent d'observer des variations de luminosité, qui étaient donc en réalité totalement subjectives. Pas d'effet, pas besoin de cause. Ou pour reprendre les mots de Fontenelle, assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. Nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Alors ces deux histoires peuvent paraître vieillottes, anecdotiques, et témoignant d'une naïveté passée dont nous serions aujourd'hui délivrés. Arrogants que nous sommes, il n'en est rien. Et bien au contraire. La majorité des pseudosciences, des complotismes et autres médecines alternatives qui gagnent de plus en plus de terrain aujourd'hui ne résistent pas à un tel examen. L'acupuncture, l'homéopathie, le magnétisme, la biodynamie et bien d'autres qui ont été mises à l'épreuve ne montrent pas d'effets propres. Les améliorations qu'elles provoquent proviennent d'effets contextuels, dont le fameux effet placebo, et que l'on est capable de reproduire sans avoir besoin des hypothèses invoquées par ces pratiques. L'efficacité de ces pratiques étant invalidée, faut-il alors les interdire, ou du moins s'y opposer ? Peut-on interdire à d'autres certains choix au nom de notre recherche de rationalité et de preuves ? Après tout, si les effets contextuels permettent d'améliorer la situation, pourquoi s'y opposer ? Et quand bien même il n'y aurait pas ces effets contextuels, chacun devrait pouvoir se soigner comme il le veut. Toutes ces questions, loin d'être simples, seront abordées dans le 3e et dernier épisode de la série. Patience donc. En attendant, nous allons approfondir un petit peu le propos précédent, à savoir, d'une part, que l'on peut robustement montrer l'inexistence d'un effet, et d'autre part, que l'inexistence de cet effet peut se traduire par une existence de la cause. Et pour approfondir cela, on va détailler 3 points. Premièrement, peut-on être sûr à 100% de l'inexistence d'un effet ? Bien non, comme nous l'avons vu dans l'épisode précédent, il n'y a de toute façon jamais de propositions qui peuvent atteindre une certitude de 100%. Mais on peut s'en rapprocher énormément. Imaginons par exemple que l'on veut tester l'efficacité d'une thérapie sur un unique individu. Alors on lui applique la thérapie, puis on constate qu'il n'y a aucune amélioration, ou en tout cas pas au-dessus de ce que l'on peut atteindre grâce à l'effet placebo. Cependant, cela ne signifie pas que le traitement ne marche jamais. Il peut n'avoir aucun effet sur ce patient pour une raison inconnue. Il se peut également que l'état du patient était en train de se dégrader et que l'effet de la thérapie était en réalité bien supérieur à ce que l'on a mesuré. Il se peut aussi qu'il y ait eu une faille dans la procédure, dans l'application du traitement, dans le diagnostic, dans la publication des résultats. On peut alors raisonnablement attribuer 70% de chances au fait que le traitement soit inefficace et 30% au fait qu'il soit efficace, mais que l'expérience ne l'a pas mise en évidence. Répétons l'expérience avec un deuxième individu.
et toujours aucune amélioration. En attribuant à nouveau des probabilités de 70 et 30% pour le résultat de ce test-là, un calcul mathématique montre que désormais, la probabilité totale que le traitement soit inefficace est de 84%. Un troisième test négatif et l'on passe à 92,7. Avec 5 individus, la probabilité est de 98,5 et avec 10, on passe à 99,98%. Bon, à vrai dire, ces chiffres ne sont pas tout à fait corrects. Parce que pour faire ces calculs, on considère que tous les tests sont indépendants. Mais imaginons que sur les 10 tests, on répète toujours une même erreur de protocole. Alors on pourrait passer 10 fois à côté de l'efficacité du traitement. On pourrait aussi imaginer qu'un conflit d'intérêts pousse l'équipe de recherche à falsifier ses résultats. Bon, c'est assez peu probable au vu de l'organisation actuelle de la recherche scientifique, mais on ne peut pas l'exclure. Mais pour résoudre ces deux problèmes-là, il va falloir attendre que l'étude soit reproduite par une autre équipe de recherche. On réduit ainsi les chances que cette nouvelle équipe répète les mêmes erreurs de protocole ou que les mêmes conflits d'intérêts perturbent les résultats. Ainsi, au plus il y aura d'études indépendantes et d'individus testés par étude, au plus notre confiance en l'efficacité ou l'inefficacité d'un traitement sera grande. Et dans les faits aujourd'hui, la probabilité que des théories communément qualifiées de pseudosciences aient en réalité une vraie efficacité que l'on n'a jamais mise en évidence est infime. Probablement de l'ordre de 0,0000001%. Je fais partie des 0,0000001%. Le deuxième point à éclaircir est qu'il peut y avoir une ambiguïté sur la cause d'un effet. Et oui, parce qu'une pseudomédecine, par exemple, peut guérir. Les scientifiques attribueront alors ces guérisons aux effets contextuels, alors que les partisans les attribueront à l'efficacité propre du traitement. De la même manière, des partisans des arts divinatoires expliqueront les prédictions d'une voyante par les dons de celle-ci, là où les scientifiques donneront un panel de mécanismes psychologiques qui favorisent notre acceptation de la prédiction. Ou encore, les agriculteurs en biodynamie qui expliqueront leur bon rendement par l'influence des astres ou de leur préparation, alors que les scientifiques expliqueront que c'est leur investissement et le soin particulier qu'ils apportent à leur travail qui expliquent leur efficacité. On pourrait alors dire que chacun a son interprétation, et que l'une comme l'autre est valable, puisqu'elle explique effectivement les effets observés. En réalité, non. Ces interprétations ne se valent pas. Et cela en vertu du principe de parcimonie des hypothèses, aussi appelé rasoir d'Occam. Un principe qui dit « il ne faut pas multiplier les entités plus que de raison ». Dit comme ça, c'est pas très clair, hein, mais ça signifie en gros, quand on est face à un phénomène bizarre, l'idée c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de l'expliquer avec les moyens qu'on a sous la main, avec la physique, la chimie, la psychologie, les sciences sociales, toutes les connaissances qu'on a déjà à disposition. Et si on arrive à expliquer le phénomène avec des choses connues, pour penser que ce phénomène est extraordinaire, il faudrait qu'il ait une propriété qui ne soit pas expliquée par ce qu'on connaît déjà. Sinon, il est ordinaire, en quelque sorte. Donc, pour pouvoir penser qu'un phénomène est dit paranormal ou surnaturel, il faudrait qu'il ait quelque chose qu'on ne puisse pas expliquer avec ce qu'on a déjà sous la main. Donc, on dit souvent, en zététique, on dit l'alternative est féconde. Face à quelque chose de bizarre, cherchons à ce qu'il n'y a pas une alternative autre que celle du mystère, du don, de la capacité bizarre, du phénomène paranormal. Quand on a deux théories qui ont le même pouvoir explicatif et qu'il y en a une qui remet en cause l'intégralité de ce qu'on sait de la physique et l'autre non, autant faire appel à la plus simple en fait. Ainsi, si un effet peut être expliqué par une cause qui est largement établie, il n'y a aucune raison d'invoquer une nouvelle explication. Et dans les cas où c'est un petit peu ambigu, une manière de mettre ça en évidence est d'essayer de se rapprocher au plus proche de l'effet propre pour tenter de le capturer. Si on regarde de loin les résultats d'une pseudoscience, on peut avoir l'impression qu'elle a un effet considérable. Reprenons l'exemple de l'agriculture biodynamique. Elle donne de meilleurs résultats sur certains points que l'agriculture conventionnelle. C'est ce que montre par exemple une revue de la littérature de 2009. Mais on peut tenter d'isoler l'effet propre de la biodynamie en la comparant à une agriculture biologique qui lui est tout à fait semblable, avec les mêmes semences,
les mêmes moyens techniques et la même implication des agriculteurs, en excluant seulement les prétentions propres à la biodynamie. C'est ce que fait également la même revue de la littérature qui indique que des résultats similaires peuvent être obtenus en agriculture biologique. Pas d'effet propre, pas besoin de cause. Enfin, troisième point. Est-ce qu'une cause pourrait exister sans que l'on puisse observer des faits ? Certains partisans de pseudosciences disent que les effets de leurs prétentions disparaissent dès lors qu'on essaie de les investiguer. Dans une certaine mesure, cela pourrait se comprendre. Imaginons un médium ou un magnétiseur qui aurait besoin d'une concentration extrême pour pouvoir utiliser son don. La présence d'un protocole scientifique pourrait alors perturber cette concentration et entraver leur capacité. Certes, d'autres prétendent également qu'ils sont perturbés par les ondes négatives des scientifiques. Bon, en réalité, il semble plus probable que ce soit une excuse un peu grossière, qui rend intouchable n'importe quelle théorie. Ah, j'ai des doutes. Mais quand bien même, imaginons une telle pseudoscience qui n'aurait aucun effet devant un protocole, mais qui aurait des effets considérables en dehors de ces protocoles. Il est alors très probable que l'on s'en rendrait compte de manière indirecte. Enfin, on pourrait également se demander s'il est possible qu'il existe une cause dont strictement aucun effet ne serait détectable, que ce soit au sein ou non d'un protocole scientifique. Quelque chose qui existerait, mais qui ne laisserait aucune trace dans la réalité sous quelque forme que ce soit. À y réfléchir, cela remet même en question la notion d'existence. Et cela rappelle l'histoire du dragon dans le garage. Carl Sagan, astronome et grande figure du scepticisme, racontait cette histoire. Il prétendait qu'il y avait dans son garage un dragon invisible, inodore, intouchable, enfin bref, indétectable par n'importe quel moyen imaginable. Dans la même idée, Bertrand Russell prétendait qu'il y a quelque part entre la Terre et Mars une théière. La petitesse d'un tel objet, dans un espace aussi grand, la rend en pratique indétectable. D'autres sceptiques encore utilisent l'image de la licorne rose et invisible. Ces exemples sont utilisés pour montrer qu'il est vain de prétendre en l'existence d'une entité qui n'a aucun impact sur la réalité. En arrivant à la fin de cet épisode, revenons-en à notre ver de terre aveugle. Comme nous l'avons vu, celui-ci pourrait connaître l'existence de la lumière du soleil en constatant les effets de cette lumière. La chaleur qui varie au cours de la journée, les espèces de plantes qui changent au fil des saisons, la différence des prédateurs entre le jour et la nuit. Tout cela pourrait le conduire à comprendre l'existence d'une substance encore inconnue qui varie au cours de la journée et au cours de l'année. Et en intégrant ces conclusions à d'autres connaissances qui auraient pu être établies sur la forme de la Terre, sur l'air ou encore sur la gravité, il pourrait découvrir émerveillé l'existence du Soleil. Et tout comme ce ver de terre, en plus de notre formidable capacité à observer des effets, l'autre force extraordinaire pour établir du savoir est la cohérence avec l'ensemble des connaissances déjà établies. Des connaissances qui ont été forgées par des siècles de réflexion et qui ont résisté aux tentatives sans cesse renouvelées du marteau de la critique, principe fondateur de la science. Ces connaissances forment un complexe puzzle multidimensionnel, dont certaines pièces sont encore élastiques, mais dont certaines ont acquis la rigidité extrême du diamant. Pour insérer une pièce dans ce puzzle, il faudrait alors soit qu'elle prenne une place vide, soit qu'elle soit davantage adaptée qu'une pièce déjà en place, soit encore qu'elle explique pourquoi les pièces alentour sont imparfaites, malgré les multitudes de confrontations au réel et à la critique auxquelles elles ont résisté. Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Voilà, c'était le deuxième épisode de la série Salauds d'irrationnel. J'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Et en tout cas, on se retrouve très vite pour le troisième et dernier épisode de la série. Et à bientôt. Je vais mettre Nancy sur la carte de France juste parce que je pense qu'on aggrave le truc. J'ai l'air essoufflé, même si j'ai tout fait. J'ai tout, ferai jamais dans ma ville. Même si c'est tout frais, mes gars ont tout fait. Le gang est placé dans ma ville.
placé dans ma ville, placé dans ma ville, dans ma ville. Audi, Panem, quid, Meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça vous